Pour la plupart des auteurs, c'est à l'époque de Waratzin et de Rimsin qu'Ur a connu son apogée à l'époque paléo-babylonienne, avant que Hammurabi n'annexe le royaume de Larsa et que, de ce fait, Ur se retrouve intégré au royaume de Babylone. Mais on aurait tort de considérer le quart de siècle de domination par Hammurabi puis son fils Samsu-Iluna comme une période de déclin. C'est comme souvent une vision téléologique de l'histoire qui fausse notre vue. Nous savons que ça a mal fini, donc nous cherchons des signes annonciateurs de la catastrophe finale. Je me rappelle les conseils de Marie Benabou, qui était maître de conférence à Paris 1 quand je suivais les cours d'histoire moderne de Pierre Goubert, et qui nous disait « Ne regardez pas la France d'Ancien Régime avec les lunettes de la Révolution ». Et donc, nous allons essayer de regarder les années 1763 à 1738 avant Jésus-Christ pour elles-mêmes. Et chemin faisant, nous allons voir combien les découvertes de 2017, ainsi que les progrès au sein du projet Écriture, dans l'interprétation des documents déjà publiés, conduisent à une nouvelle appréciation de la situation. On relève en effet, pendant ces 25 ans, un contraste entre une histoire politico-militaire chahutée et par ailleurs de nombreux éléments de continuité révélés par les archives de nombreuses familles. Et puis, inévitablement, on terminera en abordant tout de même la question de l'abandon d'Ur qui se produisit après l'année 1738 avant Jésus-Christ. Nous allons retracer l'histoire politique de ces 25 années en 3 temps, la conquête babylonienne par Hammurabi et le début du règne de Samsu-Iluna pour commencer, la révolte de Rimsin II et, pour terminer, la reconquête par Samsu-Iluna. On connaît surtout, grâce aux archives retrouvées dans le palais de Marie, les circonstances qui ont permis à Hammurabi de s'emparer du royaume de Larsa lors de sa 30e année de règne, en 1763 avant Jésus-Christ. Cette conquête s'est effectuée en 2 temps. Les troupes babyloniennes ont commencé par s'emparer de la ville de Mashkan-Shapir, qui constituait en quelque sorte le verrou septentrional du royaume, et sa localisation à Tel Abou-Douari par Elizabeth Stone et son mari Paul Zimanski et leur équipe a permis de mieux comprendre la situation. Et c'est seulement ensuite que Larsa et ses alliés, Hammurabi et ses alliés ont mis le siège devant Larsa, un siège qui semble avoir duré plusieurs mois. Et à la fin, le général Mariotte, Zimriadou, écrivit au roi Zimrilim: les troupes babyloniennes sont entrées dans Larsa et se sont emparées des remparts. C'est au petit matin que tous les hommes sont entrés. Quant à Rimsin, on l'a fait sortir vivant. Dans son code, Hammurabi se présente comme celui qui a épargné Larsa, et de fait, il ne détruisit pas la ville, mais se contenta d'en démanteler les murailles. Rimsin et son entourage, ainsi que ses biens, furent transférés à Babylone, et Hammurabi s'installa à Larsa, où il se fit reconnaître comme roi de Sumer et d'Akkad. Alors ici, il faut faire attention à un point. La théorie de Krauss, selon laquelle Hammurabi considéra à ce moment-là qu'il débuta un nouveau règne dans l'ancien royaume de Larsa, en se présentant comme successeur de Rimsin, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Je l'avais suivi dans mes ouvrages de 2003 et 2004, mais je suis revenu sur cette opinion dans un article que j'ai coécrit avec Nele Ziegler. Il n'y eut pas de régime d'union personnelle pendant quelques années. Dès le début, c'est une annexion pure et simple, et Hammurabi a simplement pris un nouveau titre, roi qui fait être en paix les 4 régions. Du point de vue administratif, la ville d'Ur a été rattachée au vaste ensemble dénommé province inférieure sous l'autorité de Sinidinam, vaste ensemble dans lequel plusieurs provinces ont été découpées. Celle d'Ur eut à sa tête 2 gouverneurs, Oud-Balananamré et Zimru Akshak, qui sont parfois l'un ou l'autre cités en même temps que le gouverneur de Larsa, Nabium Malik, comme l'a montré Baptiste Fiette.
Dans les archives de Shamash Razir, on trouve de temps à autre des gens d'Our, comme le chef des marchands Sin Mushtal, ou certains membres du clergé. On a déjà eu l'occasion de le voir. Et c'est aussi de la période de domination babylonienne que proviennent les rares attestations d'un maire Rabbi Hanoum que nous ayons pour Our. Alors, quelle fut la place faite par Hammurabi à la ville d'Our? Clairement, d'un point de vue idéologique, une place importante. Dans le prologue du Code, après avoir énuméré les liens de Hammurabi avec Enlil, la ville de Nippur et le temple de Lécour, puis avec la ville d'Eridu et le temple de Labzou, avec Babylone, Marduk et les Sagil, on arrive sur ce passage qui qualifie Hammurabi de semence de royauté, celui que le dieu Sin a créé, celui qui enrichit la ville d'Our, humble et talentueux, qui procure l'abondance à l'Ekishnugal. Donc on retrouve le triptyque divinité, le dieu Sin, ville, la ville d'Our, et temple, l'Ekishnugal. Et la place hiérarchique d'Our, juste après la capitale politique Babylone et avant les villes de Sippar, Larsa, Uruk ou Isin, est manifestement flatteuse et semble refléter la considération dont jouissait encore la ville. Ça, c'est pour l'idéologie, mais concrètement, quelles sont les traces de la présence de Hammurabi à Our? Eh bien, il faut d'abord remarquer que les textes datés des 14 ans pendant lesquels il domina l'ancien royaume de Larsa sont peu nombreux. On n'en compte que 12 dans UET 5, auxquels s'ajoutent 2 dans... auxquels s'ajoutent 5, excusez-moi. Non, c'est 2 le bon chiffre. C'est mon PowerPoint qui est faux. Ce sont mes notes qui étaient justes. Auxquels s'ajoutent 2 textes dans les archives du général babylonien Abissoum, découvertes en 2017. Et il faut noter par ailleurs que les 2 premiers textes attestant la domination d'Hammurabi ne remontent qu'au mois 5 de l'année 32, alors qu'à Larsa, le texte le plus ancien date déjà du mois 12 de l'année 30. Autrement dit, il y a 1 an et demi pendant lequel on a déjà un texte attestant la domination d'Hammurabi à Larsa et rien pendant ce temps-là à Our. Par ailleurs, le nom même du roi se voit dans certains noms d'années. C'est surtout visible pour l'année 32, où la victoire de Hammurabi sur la ville d'Eshnuna a été célébrée partout dans le royaume de manière très ostensible. Il y a beaucoup de textes cette année-là qui ont une formule particulièrement longue et dans laquelle le nom du roi sur la première ligne de la date est suivi par l'épithète héros, en sumérien Ursag, selon une disposition tout à fait inhabituelle. Eh bien, c'est vrai aussi à Our, comme le montre la grande tablette UET 5 507, qui a été retrouvée au numéro 7 Quiet Street. On voit le nom du roi au début d'autres dates, comme en UET 5 425, mais le plus souvent, les scribes utilisaient par ailleurs des formules abrégées dans lesquelles le nom du roi n'apparaît pas. Et dans les contrats de ce moment-là, le nom du roi n'apparaît pas dans la formule des serments qui sont formulés de manière anonyme, comme c'était le cas le plus souvent sur Rimsin, donc un serment par le roi, sans que son nom soit donné. C'est dans les légendes de Sceaux que le nom du roi apparaît le plus souvent. Par exemple, ce Sinikisham, haut dignitaire du temple, puisqu'il a le titre de Chandabakum, économe si l'on veut, qu'il est par ailleurs purificateur Gudapsum du dieu Nana, eh bien, il est décrit sur la ligne 4 de son sceau comme serviteur de Hammurabi. On a également découvert dans le Giparku un scellement qui porte les empreintes de 2 sceaux, 2 personnes qui se déclarent également serviteurs de Hammurabi. Alors, dans le cas de ce scellement, on ne peut pas savoir si les personnes qui ont scellé étaient des habitants d'Our. Ce serait le cas si on avait affaire à un scellement de porte, mais pas si on a affaire à un coffre ou à un sac qui a pu venir d'ailleurs. Malheureusement, aucune photo ou description de ce scellement n'a été publiée et on ne sait même pas dans quel musée il se trouve actuellement pour collationner l'original et déterminer sa nature.
On peut aussi dater certaines lettres de l'époque d'Hammurabi grâce à la légende du sceau de l'expéditeur. C'est le cas, par exemple, de la lettre de Elihu Shamash à Nureshtar, qui a été retrouvée également au numéro 7 Quiet Street et qui était accompagnée d'un fragment d'enveloppe avec la légende du sceau de l'expéditeur. Grâce à une collation de Rins de Beurre au British Museum que vous pouvez trouver sur le site Archibab, eh bien, on sait que sur ce sceau, il y avait comme légende Elihu Shamash, fils de Warad, et puis un nom de Dieu qui est cassé, serviteur de Hammurabi. C'est la seule manière qu'on ait de dater une lettre en dehors des indications internes qui permettent éventuellement de le faire. En ce qui concerne les inscriptions, le bilan est vite fait. On ne trouve que les fragments d'un monument en basalte découvert dans le Guiparcou dans la pièce C7 et publié par Gade comme UET1 146. Le texte a été récemment réédité par Marc Vandemirop. C'est un monument qui se trouvait donc dans cette cour, mais qui est tellement cassé qu'on ne peut même pas reconstituer sa forme d'origine. Il est vraisemblable qu'il se trouvait sur une plateforme carrée de briques qui avait 2,20 m de côté et qui, au plus haut, mesurait à peu près 90 cm de haut. Ce texte, donc, qui n'est connu que par morceaux, exaltait notamment les qualités du conquérant, sa sagesse et la prospérité qu'il a établie dans son royaume. Donc, un passage lacunaire, et ensuite il y a l'énumération de différents pays, Gutium, Shubartum, Tukrish, dont les montagnes sont lointaines et les langues tordues, je leur fis connaître ce qui est approprié. Autre fragment, je suis leur guide, le juste, l'homme droit est premier en considération, la parole que je dis ne doit pas être négligée. On retrouve ici l'écho de considération développé dans l'épilogue du Code. Et puis, certains fragments très mutilés ont pu être restitués grâce à des parallèles, comme ce passage exaltant les vertus guerrières du roi. Je suis le filet qui attrape celui qui me trompe, le héros parmi les héros, le plus vaillant des preux, celui qui parfait la virilité, le pays qui ne s'est pas courbé devant Marduk, je lui ai soumis grâce à mon arme puissante, comme le pays qu'Enlil a ordonné de détruire, et puis là encore, ça se casse. On voit donc, d'après ce qui est conservé, qu'il s'agit d'un texte à portée générale, qui n'a rien de spécifique à Our, et il se pourrait bien que ce texte ait également été exposé dans d'autres villes du royaume, comme Kish, où des fragments analogues ont été découverts, et ici on pense également au Code. De la même façon, il apparaît bien qu'il y a eu plusieurs copies du Code installées dans différentes villes du royaume. Au bout de 13 ans, Hammurabi mourut, 13 ans de domination sur l'ancien royaume de Larsa et sur Our en particulier, mais ça faisait 43 ans de règne. Hammurabi donc mourut et son fils Samsu-Iluna lui succéda. Il n'a laissé aucune inscription à Our. Son nom figure sur quelques serments par le dieu Nana, le dieu Utu, le dieu Marduk et le roi Samsu-Iluna. Et on le trouve également sur un certain nombre de légendes de sceaux. Par exemple, 2 scellements du Guiparcou dans la pièce C26, sur lesquels on a les empreintes de 3 sceaux de serviteurs de Samsu-Iluna, et puis on peut ajouter le sceau d'un échanson dont on reparlera, qui était serviteur de Samsu-Iluna également. C'est peu, mais il ne faut pas pour autant penser que Samsu-Iluna négligea Our. Je vous rappelle ce que nous avons déjà vu, à savoir l'existence dans les archives d'Abyssum découvertes en 2017 d'un texte qui montre des dépenses de poissons pour le repas du roi et qui est daté du début de l'année 5, le nom même de l'année 5, commémorant l'offrande d'un trône à Our, année où Samsu-Iluna, le roi, fit faire un trône en offrant à Nana, sa divinité personnelle, et où il l'installa dans les Kishnugal, son temple pur, et vous
Vous vous rappelez ce que nous avons vu, qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains avaient cru, de l'Ekishnugal de Babylone, mais il s'agit bien du temple homonyme dans la ville d'Ur. Donc un séjour qui montre que Samsu-Luna n'a pas négligé la ville, et néanmoins, dès le courant de l'année 8, des révoltes se produisirent à différents endroits. Je ne tenterai pas une reconstitution complète des événements. Nous ferons cela l'an prochain, puisque j'ai décidé de consacrer la plus grande partie de mon cours au règne de Samsu-Luna, qui maintenant en arrive à être presque aussi bien connu que celui de son père Hammurabi, même s'il est moins célèbre. Mais pour l'instant, je me limiterai aux éléments qui concernent la ville d'Ur. Le point de départ est constitué par une inscription de Samsu-Iluna. Je cite, « L'année ne s'était pas à moitié écoulée qu'il, c'est-à-dire Samsu-Iluna, tua Rimsin, qui avait fait se rebeller l'Emut-Balum et qui avait été élevé à la royauté de Larsa. Dans le territoire de Kish, il, toujours Samsu-Iluna, entassa sur lui un monticule funéraire. Il tua 26 rois usurpateurs, ses adversaires, il les écrasa tous. Quant à Iluni, le roi des Shnuna, qui était rebelle à ses ordres, il le captura, l'amena dans un carcan et le fit étrangler. » Donc, ce texte montre qu'un certain Rimsin provoqua une révolte dans l'ancien royaume de Larsa, ici désigné comme Emut-Balum, selon une façon courante de faire, et que ce personnage donc accéda au trône. Pas question de le considérer comme l'ancien roi de Larsa, parce que celui-ci avait déjà 60 ans de règne en 1763, lors de la victoire d'Hammurabi 20 ans plus tôt, et donc il paraît difficile d'imaginer qu'on ait affaire au même souverain. Donc c'est un rebelle, mais qui n'a pas choisi, évidemment, Rimsin comme nom de trône par hasard. L'inscription de Samsu-Iluna montre en outre la gravité de la révolte, puisqu'il dit que 26 rois se sont également rebellés. Parmi eux, il ne le cite pas, mais c'est Rimanum à Uruk qui est le mieux connu. Et puis on voit la mention du roi des Shtuna, Iluni. En ce qui concerne Iluni, des textes issus des fouilles de Métouran dans la vallée de la Diyala documentent ce souverain, avec des textes également issus de fouilles clandestines récentes, dont quelques-uns ont maintenant été publiés. Et puis, à Ur, on a un texte qui est daté d'Iluni et un sceau d'un personnage qui était connu auparavant et qui se décrit sur un sceau utilisé une seule fois comme serviteur d'Iluni, et puis ensuite on voit des textes postérieurs qui le décrivent comme serviteur de Rimsin. Or, le texte où on trouve l'empreinte du serviteur d'Iluni, il est daté de la fin de l'année 8 de Samsu-Iluna, ce qui tend à montrer que cette brève période où Iluni a étendu son pouvoir sur Ur s'est passée juste avant la révolte de Rimsin. Alors, comment reconstituer les événements? Eh bien, pour la chronologie, il faut partir d'une évidence négative. Nous n'avons à Ur aucun texte entre le 13 du mois 11 de l'année 8 de Samsu-Iluna et le 15 de l'année 8 de Samsu-Iluna 10, donc pendant 1 an et 9 mois. Donc on peut dire que la révolte de Rimsin II est à caser dans ce laps de temps. Mais par ailleurs, notre Rimsin II a utilisé des formules de datation. Une formule brève d'abord, simplement année où Rimsin a été roi. Beaucoup l'avaient considéré comme l'année du début de son règne, mais en fait, on sait que ce type de formule peut être l'abréviation d'un nom d'année plus long. On a par ailleurs l'année qu'on appelle Rimsin II-A, et la traduction et l'interprétation de ce nom d'année sont encore très difficiles. C'est Martin Stoll, en 1976, qui a compris la bonne lecture de cet ensemble de signes et qui a dit il faut lire Edemud Kurrake, et c'est une des façons de désigner l'Ekishnugal. On a un texte qui nous
donne ce nom de temple comme étant la même chose qu'Ekishnugal. Mais il ajoutait « Je ne comprends pas ce nom d'année ». Il dit probablement que Rimsin II a fondé le temple Emud-Kurrak comme, et puis il y a cette expression étrange qui est Edin chez 3, et il terminait le passage en disant le nom d'année se réfère à quelque activité du roi à Our ou près de Our. Et par la suite, la séquence qu'on a Lugal Sheshunukima a été comprise par Marc van der Meerop comme devant être traduit roi d'Our. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu dans la littérature l'idée que Rimsin soit roi d'Our. Et au même moment, Douglas Frayne a eu la même idée et il est même allé plus loin en traduisant le nom d'année, année où Rimsin, le roi d'Our, a installé les fondations du temple Emud-Kurra à Edina. Et il a proposé que Ki Edin chez 3, ce soit une façon de décrire la ville de Edina, qui est connue également sous la forme de Oudinim, mais ceci n'est absolument pas convaincant et la forme Ki Edin chez 3 ne correspond absolument pas à ce qu'on attendrait dans ce type de contexte. Donc, même si Van der Meerop et Frayne ont été suivis par des grands noms comme Charpin, Pienka Ince ou Wedeler, eh bien, en réalité, c'est faux. Il faut comprendre cela comme étant un locatif. La meilleure preuve, c'est que normalement, on n'aurait pas Sheshunukima comme cela, on aurait un hack de génitif qui devrait apparaître. Donc il faut comprendre en réalité le nom d'année comme année où le roi Rimsin a restauré à Our l'Emud-Kurra et l'expression Ki Edin chez 3 reste encore difficile, mais on peut penser que combiné au verbe gar, c'est une façon de dire restaurer. Ce n'est pas tout à fait sûr, mais c'est dans l'état actuel des choses ce qui est le plus probable. On a une autre formule de nom d'année pour Rimsin II, que l'on appelle Rimsin IIb, et qui, elle, ne pose heureusement pas de problème de traduction. Année où le roi Rimsin a été magnifiquement élevé par Ninmar dans le temple de Kesh, fondation du ciel et de la terre, à la royauté sur tous les pays, et où il a, et puis ici on a une formule abrégée, donc on n'a pas le verbe, sans doute repoussé, l'ennemi, le méchant Cassite, qui, venu de la montagne, ne peut être ramené vers les montagnes. Je passe sur la mention des Cassites parce que ceci nous entraînerait trop loin, mais je veux souligner l'importance de la ville de Kesh, à ne pas confondre avec Kish en Mésopotamie du Nord, qui est une ville du pays de Sumer, qui n'a jamais été une capitale, mais qui a eu une place très importante d'un point de vue religieux et qui avait comme divinité principale la déesse Ninmar, également connue sous le nom de Ninhursag. Pendant longtemps, on a pensé que... cette importance de la ville de Kesh se voit aussi dans une lettre du roi Rimsin II, dans laquelle celui-ci dit « Les grands dieux ont affermi les fondements de mon trône à Kesh, ville de celle qui m'a créé, donc la déesse Ninmar Ninhursag, afin d'illuminer le Yamut-Bal et de rassembler sa population dispersée. » Donc cette ville de Kesh, eh bien, on a pensé pendant longtemps que ça pourrait être le nom antique de Tel Aboud Salabir, mais tout récemment, une équipe italienne a proposé de localiser Kesh non loin de là, dans un site qui s'appelle Touloul al-Bakrat, sur la foi d'une dédicace d'Urnamou à Ninhursag qui a été retrouvée. En tout cas, la volonté de légitimation aurait poussé Rimsin II à utiliser Kesh au lieu de Nippur comme cité religieuse, d'où la domination universelle était donnée par les dieux. Et par ailleurs, dans la lettre, la référence au rassemblement de la population dispersée pourrait être une allusion à la proclamation d'une Misharum, de même que le thème de l'illumination, caractéristique de ces actes de grâce par les rois.
Il semble que Rimsin II se soit emparé du pouvoir à Larsa dès le mois 6 de l'année 8 de Samsu-Iluna, mais Ur continua à dater par Samsu-Iluna jusqu'au mois 11. On n'a aucun texte daté de l'année 9, pendant laquelle Ur reconnut l'autorité de Rimsin, et les textes datés de Rimsin II vont du 10 du mois 3 jusqu'au 30 du mois 12. Et par ailleurs, on doit noter que plusieurs personnes se firent faire des sceaux où ils se déclarent serviteurs de Rimsin, et vu ce que coûtait un sceau, ça voulait dire que ces gens-là étaient persuadés que Rimsin allait garder le pouvoir. On ne se fait pas faire un sceau pour quelques mois. Donc, pour beaucoup, la situation était irréversible, mais tel ne fut pas le cas. Samsu-Iluna réussit à reprendre la totalité du Sud. Cette reconquête a commencé par l'ancienne capitale Larsa. Samsu-Iluna y a été reconnu dès le 20 du mois 2 de son année 10. En revanche, l'année 10 de Samsu-Iluna n'est pas attestée à Ur avant le milieu du mois 8. Et donc on avait au total 3 textes jusqu'au 30-12, mais avec les archives d'Abyssum découvertes en 2017, on a 3 textes de plus pour le mois 9 de l'année 10. Donc on voit que, effectivement, la fin de l'année 10 est bien documentée. Cette reconquête de l'an 10 a été commémorée par le nom donné à l'année suivante, l'année 11, qui s'appelle année où Samsu-Iluna, le roi, sur l'ordre des dieux An et Enlil, détruisit les grandes murailles d'Ur et Uruk et vainquit l'armée d'Akkad pour la énième fois. On n'a pas de chiffres. On remarque l'absence de Larsa dans cette énumération. C'est Ur, détenu par Rimsin II, qui est châtié, mais aussi Uruk, Ur-Imanum, avait régné pendant près de 2 ans. Donc vous le voyez, une histoire politique bien agitée. Eh bien, en dépit de cela, l'historien relève de nombreux éléments de continuité pendant toutes ces années. La plupart du temps, ce sont les mêmes familles qui ont continué à exercer les mêmes responsabilités depuis l'époque de Rimsin I jusqu'à la fin de l'occupation paléo-babylonienne de la ville. Du point de vue des archives officielles, on n'a pas grand-chose, il est vrai. On a seulement un lot de 23 tablettes qui sont des reçus scellés de denrées distribuées par un intendant qui s'appelle Anapani Ilim, des petites quantités de beurre, d'huile, de sésame, de dattes, de fromage, de miel et de pois. Malheureusement, la provenance de ces tablettes n'est pas assurée. Peut-être le double amar, mais dans ce cas, elle n'était pas en place, ou peut-être le Ganunmar, puisque ce magasin a été fouillé lors de la même campagne, et ce serait plus logique. Les dates de ces textes vont de l'an 6 de Samsu-Iluna jusqu'à Rimsin II, mais on n'a rien pour l'année 11 de Samsu-Iluna. Les archives privées sont beaucoup plus abondantes. Certaines proviennent des fouilles de Goulet et d'autres de fouilles clandestines. Lorsque on a un contexte archéologique connu, dans le quartier EH, eh bien, on a les archives du chef maçon Ibi Ilabrat. Ce sont des tablettes trouvées dans une tombe. Il y en avait 6 au total, décrites dans les fiches de la mission comme datant de Samsu-Iluna, mais il n'y en a que 2 qui ont été publiées par UET5. Et dans une étude que je suis à l'heure actuelle en train de préparer, et grâce aux fiches accessibles sur le site de Ur Online, eh bien, j'ai récemment pu aller plus loin dans la reconstitution de ce lot d'archives. Alors, on a un contrat qui est daté du mois 5 de l'année 11 de Samsu-Iluna et qui est très intéressant parce que c'est un procès engagé par le chef maçon Ibi Ilabrat contre 3 individus parce que le manœuvre qu'ils ont embauché n'accomplit pas à leur place leur corvée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contrat comporte une empreinte de sceau d'un individu qui se décrit comme serviteur de Zababa. Or, Zababa est un dieu de la ville de Kish en Babylonie du Nord, donc c'est clairement un Babylonien venu avec les armées de Samsu-Iluna qui est l'un des témoins qui a scellé ce contrat. On a aussi une lettre adressée à Ibi Ilabrat où il est question du rassemblement des maçons et des pressions
exercée par Ibbi Labrat sur ces maçons. Ibbi Labrat aurait prétendu avoir envoyé 22 maçons, mais son correspondant déclare n'en avoir reçu que 7, parmi lesquels 3 apprentis. Et donc on a l'impression que le travail de reconstruction de la ville après la reconquête par Samsu-Iluna est en cours. Et les fiches mentionnent une tablette que je n'ai pas encore réussi à identifier, mais je n'ai pas perdu tout espoir, une tablette qui enregistre des quantités de briques et des noms propres. Donc on est exactement dans le même cadre. Et soit dit en passant, c'est la première fois qu'on a les archives d'un chef maçon, donc on aimerait en savoir plus, mais c'est déjà intéressant. Toujours dans le quartier EM, au numéro 5 Quiet Street, eh bien, vivait un membre du haut personnel administratif du temple qui portait le titre de Kishib Galum. Alors un titre qui a été traduit par Keeper of the Seal par le CAD ou Ziegelbewahrer par le AHV, mais en français, si on traduit garde du sceau, ben, ça ne marche pas parce que le garde du sceau, pour nous, c'est le ministre de la Justice. Or, ce personnage, il est chargé de garder le sceau du Dieu parce que c'est avec le sceau du Dieu que les magasins seront fermés selon le système de fermeture des portes qui est bien connu. On le sait parce que dans un hymne à la déesse Nisaba, la déesse est définie ainsi par rapport au dieu Enlil. De son entrepôt, c'est-à-dire celui d'Enlil, le grand entrepôt, toi, sous-entendu ô Nisaba, tu es le Kishib Galum. Donc la déesse garde le sceau du dieu qui permet de fermer les réserves du grand dieu. Et donc ceci est une transposition dans le monde divin des tâches qui étaient celles du clergé sur terre selon un système que nous avons déjà analysé à propos des purificateurs. L'importance de ce Kishib Galum, Shamash Natsir, se voit par le fait qu'il est membre des témoins du contrat UET 591 que nous avons déjà vu à propos de la famille de Kuningal, et il apparaît en deuxième position, juste derrière le Shangoum, qui est le principal responsable administratif du temple. Et on a 3 documents concernant ce personnage, retrouvés dans la maison numéro 5 Quiet Street, donc un qui date de Samsu-Iluna 8 et 2 qui datent de Rimsin II. Le premier est un certificat de perte d'une tablette relative au pain d'une prébande. Et puis, on a aussi une créance de Shamash Natsir sur les familles de 3 dignitaires très importants du clergé de l'Ekishnugal. Et pour terminer, une créance de poisson sur un personnage qui est qualifié de Shurat Dakum, de Nana, c'est-à-dire pêcheur en eau douce du dieu Lune. Et là, il ne faut pas s'imaginer qu'on a affaire à un simple pêcheur, parce que dans le mythe d'Adapa, on nous dit que Adapa, donc, qui est un purificateur Apkalum, eh bien, on nous dit qu'il accomplissait la tâche de pêcheur en eau douce d'Eridu. Donc, comme toujours, vous avez des tâches très concrètes qui renvoient par ailleurs à des titres religieux, et on aurait, nous, du mal à faire la liaison entre les deux éléments. Voilà pour le numéro 5 Quiet Street. La maison voisine, c'est le numéro 7 que vous connaissez bien maintenant. Donc, à l'époque de Samsu-Iluna, on a les 2 fils de Kuningal qui sont purificateurs à Bricoum. Et pour cette période, donc, on voit un procès en Hammurabi 32, un grand compte de bière la même année pour les besoins du culte, j'en ai montré l'image tout à l'heure, et également le louage d'un champ alimentaire en l'année 2 de Samsu-Iluna. Et puis, dans le quartier EM, on a des documents isolés, c'est-à-dire que la fiche de chantier marque « from EM », et puis ça veut dire qu'on a oublié de noter exactement de quelle maison ça venait. On a une tablette trouvée apparemment dans Quality Lane qui date d'Hammurabi 42 et qui est intéressante, parce que là encore, on voit des questions à propos de pain liés à une prébande de boulanger-cuisinier. On a également le don d'une esclave par 3 fils à leur mère, et on a un bail, donc Hammurabi 33, Hammurabi 42 et Rimsin II, voilà pour les textes isolés. En ce qui concerne le quartier AH, là il y a des choses très intéressantes.
au numéro 1 Stort Street, on a la famille Dili Palsam. Là encore, il s'agit d'un lot d'archives trouvé dans une tombe. Les fiches de chantier avaient noté que 16 tablettes avaient été découvertes. Il n'y en a que 10 qui ont été trouvées, qui ont été publiées avec leur numéro d'inventaire dans UET5, mais j'ai réussi à en retrouver 4 autres. Il m'en manque 2 pour que ce soit complet, mais ça permet déjà d'avoir une meilleure idée. Les tablettes les plus anciennes sont les titres de propriété du père Enlilissou, donc, qui procède à des achats de vergers, de terrains nus ou de terrains bâtis, qui prête de l'argent également. Et puis, sous Samsu Iluna, on voit les activités de son fils Ili Palsam. Ili Palsam loue un grenier qui lui appartient. Surimsin II, on le voit prêter de l'argent, louer un terrain et un verger qui lui appartient. Et au mois 9 de Samsu Iluna 10, donc après que Samsu Iluna ait reconquis la ville une fois la révolte de Rimsin II écrasée, eh bien on voit Ili Palsam louer pour 1 an une maison qui lui appartenait. Donc là encore, c'est le genre de texte qui est intéressant parce qu'on voit que les gens ne doutaient pas que les choses reprenaient leur cours normal. On ignore malheureusement le métier qui était celui du père et du fils, mais ce qu'on voit, c'est une grande continuité, car les événements ne semblent pas avoir gêné cette famille dans ses affaires. Alors, Marc van der Meerop a fait une rapide présentation de cette archive, et il a conclu en disant que Ili Palsam a caché les tablettes dans le caveau funéraire. Il a caché les tablettes qui prouvaient ses droits à des propriétés de terre, donc dans le caveau sous sa maison, à une période où la situation politique à Our était hautement volatile en raison de la révolte du Sud Surimsin II. Ili Palsam semble avoir été incapable de récupérer ces tablettes par la suite. Alors, c'est triplement inexact. Premièrement, parce qu'on n'a pas que des titres de propriété, vous l'avez vu dans l'énumération que je vous ai donnée. Deuxièmement, on a un texte qui date de Samsu Iluna 10, donc après la fin de la révolte. Et troisièmement, cacher ces archives dans un tombeau, c'est vraiment la précaution la plus absurde qu'on puisse prendre, parce que si votre maison est pillée, quel est le premier endroit où les pillards vont se précipiter? Bien sûr, c'est dans le caveau. Donc, je ne pense pas que ce puisse être une très très bonne idée. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La maison d'Abissoum nous l'a montré en 2017. Eh bien, c'est au moment précisément du pillage des tombes que les tablettes qui étaient tout autour ont glissé à l'intérieur. Et ceci explique, là encore, le bon état de conservation des tablettes de cette famille, parce qu'elles ont été ensuite protégées, parce qu'elles sont tombées dans le caveau. Et j'en viens donc maintenant à la limite du quartier Arrache, à cette maison du général Abissoum. Donc voilà le caveau avec le trou des pillards que l'on voit parfaitement, alors que malheureusement pour la maison d'Ili Palsam, vous n'avez pas un dessin, pas une photo dans les fouilles de Goulet, mais ça c'est parce que ça se passait dans les années 30. Hein. Et donc je vous ai déjà expliqué que il y avait une trentaine de tablettes tout autour et puis une douzaine qui était tombé à l'intérieur de cette tombe. Tablettes donc datées d'Hammurabi et surtout de Samsu Iluna, donc Abissoum, général babylonien, assisté par 2 colonels. J'ai déjà beaucoup parlé de cet individu. Je rappelle donc que les archives révèlent les activités économiques habituelles de ce genre de notable, louant des champs qu'il cultivait, embauchant du personnel pour quelques mois et effectuant de nombreux prêts. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, absolument rien ne distingue les tablettes retrouvées à l'intérieur de la tombe des tablettes à l'extérieur, sinon qu'elles sont mieux conservées. Et donc, ceci montre bien qu'il n'y a pas eu volonté de conserver des tablettes à l'intérieur de la tombe. Alors,
À côté de toutes ces tablettes, de ces archives que je viens d'énumérer, qui ont un contexte archéologique bien connu, il y en a un bon nombre, malheureusement, qui sont issus de fouilles clandestines, mais qui datent de cette époque-là. Et donc, vous vous rappelez ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il est très probable que ces archives sont issues de fouilles clandestines qui ont eu lieu dans la deuxième moitié du XIXe siècle et qui ont été découvertes dans la région du quartier AH, qui avait déjà été fouillé par Taylor. Donc, il y a des gens qui ont continué à explorer ce quartier, qui a été retrouvé très abîmé par Woolley lorsqu'il s'y est intéressé à partir des années 1925-26. Donc, on a un lot de textes qu'on peut regrouper autour de la figure d'un échanson qui s'appelait Sinchémi. On voit un texte dans lequel il s'engage à se rendre à Babylone sous peine d'en répondre au palais. On possède un reçu d'argent qui correspond au paiement de ses arriérés. Et enfin, on a un texte datant de l'année 8 de Samsu-Iluna où il achète une prébende avec une liste de témoins magnifiques qui énumère toute une série de dignitaires religieux. Donc quelqu'un qui fait partie du clergé, et son titre des chansons est à comprendre non pas comme les chansons du roi, mais comme les chansons du dieu. Deuxième famille, c'est celle de Sin Ishmeni et d'une famille proche, qui est celle de Wakarabushu. Ce Sin Ishmeni, on le connaît mal, on ne connaît pas son titre, on ne connaît pas le nom de son père, mais il semble bien que les fouilleurs clandestins aient retrouvé sa maison, car nous possédons au moins une partie de ses archives. Il a été adopté par un fils de Wakarabushu, en l'an 7 de Samsu-Iluna, et on voit des textes ayant trait à la location de prébendes, qui est une activité qu'on connaît assez mal à l'époque paléo-babylonienne, ou encore au louage d'un symbole divin, des textes qui s'étalent entre le mois 9 de l'année 7 de Samsu-Iluna et le mois 12 de l'année 11. Et on peut rattacher à ces archives 3 documents qui concernent Ahum, le fils de Wakarabushu, donc son père adoptif, et qui ont dû être transmis à Sin-Ishmedi pour qu'il puisse prouver ses droits sur l'héritage de son père adoptif. Et du coup, on a un lot d'archives qui couvre depuis les années 35 de Rimsin jusque sous Samsu-Iluna 11, et là encore un exemple de continuité. Une nouvelle fois, un lot d'archives trouvé par des clandestins qui, celui-là, a pris tout entier le chemin de la collection babylonienne de Yale, comme beaucoup d'autres tablettes d'Our découvertes de façon illicite, sauf une tablette qui a été acquise par le Louvre. On a le père Nanaïmar et 2 de ses fils. Le père est attesté sous Rimsin, les 2 fils sous Samsu-Iluna. Donc on voit Nanaïmar attesté, prêtant de l'argent, louant une maison qu'il possède dans la région du Quai. J'en avais parlé à propos de la topographie de la ville. On le voit acheter des prébendes à pas moins de 4 reprises, achat d'esclaves, achat d'une maison, tout ça dans la première moitié du règne de Rimsin. Et puis on voit ses 2 fils attestés sous Samsu-Iluna, notamment un texte dans lequel un frère rachète à l'autre une pièce de la maison paternelle, et un autre texte où il y a une location de maison. Alors, dans le cas de cette maison, on peut toucher du doigt un des problèmes qui est dû à la politique de publication des textes de Yale. Pour l'instant, on a eu un volume consacré aux textes datés de Rimsin et un volume consacré aux textes datés de Samsu-Iluna. Mais il reste encore des centaines de textes datés de l'époque d'Hammurabi qui n'ont pas encore été publiés. Et donc, on peut penser que le jour où ces textes seront publiés, eh bien, il y aura le chaînon manquant dans l'histoire de ces familles, et on trouvera des documents qui datent également de Hammurabi. Si on fait un bilan de tout cela, eh bien, il faut constater que ce qu'a écrit Marc Vandemirop à propos du quartier AH, à propos de la baisse considérable du nombre des textes après le milieu du règne de Rimsin, n'est pas tout à fait juste. En fait, le nombre de textes pour la période Hammurabi-Samsu-Iluna est important, surtout si on tient maintenant compte des archives d'Abyssum. Et
ceci montre bien à quel point on doit faire attention lorsqu'on raisonne de manière quantitative sur des archives de manière générale, parce que nous avons des chiffres beaucoup trop faibles pour que les échantillons puissent être tenus pour représentatifs. Et ça, c'est une mise en garde méthodologique très importante. Alors, à partir de là, Van Meerop s'est lancé dans des tas de considérations générales sur le fait que Ur avait de moins en moins d'importance, etc. On y reviendra en conclusion. Non, c'est simplement le fait qu'on n'a pas assez de maisons pour pouvoir avoir une idée exacte. J'en viens maintenant à la dernière question. Il faut quand même la traiter, c'est celle de la fin de l'occupation d'Ur à l'époque paléo-babylonienne. On a une historiographie assez curieuse parce qu'elle montre un nombre d'erreurs assez étonnants. Alors, dans son livre sur Ur, Marc Van Meerop avait écrit que, après la reconquête par Samsu-Iluna, il doit y avoir eu une certaine réoccupation parce qu'il y a 3 documents d'Ur qui sont datés de l'année 11 de Samsu-Iluna et un document daté de sa 12e année. Que s'est-il passé à Ur après la reconquête, continue-t-il? Puisque la documentation écrite a disparu, nous devons regarder les informations de type archéologique. Alors, je suis désolé, mais 3 textes plus 1, ça fait 4, donc on ne peut pas dire que la documentation écrite ait disparu, premier point, et surtout, ces chiffres sont complètement sous-estimés. Quand on regarde UET 5 de façon précise, en réalité, il y a 5 textes, plus pour Samsu-Iluna, fin de Samsu-Iluna 10 et Samsu-Iluna 11, et encore un pour Samsu-Iluna 12. Il faut tenir compte des textes venant des fouilles clandestines, ça nous fait 6 textes pour YOS 12, et maintenant, encore en plus, ça, Van Meerop ne pouvait pas le savoir, mais 4 textes des archives d'Abyssum qui vont de la fin de Samsu-Iluna 10 au début de Samsu-Iluna 11. Donc ça fait, si on compte bien, pour cette période, un peu plus que Samsu-Iluna 11, 14 textes pour une période de un peu plus de 12 mois, c'est-à-dire en réalité plus que la moyenne des années antérieures à la révolte. Donc, premier correctif. De son côté, Woolley a été obsédé par le souci de trouver des traces de la destruction de Samsu-Iluna, mais il a compris les données textuelles de travers. Il écrivait ceci: ni dans les maisons ni dans le temple, on a trouvé une seule tablette d'une date postérieure à l'année 11 de Samsu-Iluna. Alors on va voir que ce n'est pas vrai, il y en a une de Samsu-Iluna 12, passons. Maintenant, la 11e année de Samsu-Iluna est celle qui a été marquée par la révolte des cités sumériennes du Sud contre la souveraineté de Babylone. Elle s'appelle année pendant laquelle le roi a détruit les murs d'Ur. Alors ça c'est faux, parce que vous savez bien qu'un nom d'année commémore un événement qui s'est passé l'année d'avant. Et donc là, ici, Woolley a confondu. Ce n'est pas de l'année 11 qu'il est question ici, c'est des événements de l'année 10. Et alors il continue, le temple de Ningal a été détruit par le feu, ses pièces intérieures et le sanctuaire sont remplis de cendres de bois et des masses de céramique cassée provenant du trésor se trouvaient dans cette couche de cendres, prouvant que le bâtiment a été complètement pillé ainsi que brûlé. Ça, c'est une observation archéologique, mais ça ne nous donne pas la date et ça ne nous donne pas le coupable. La plupart des maisons portaient également des marques d'incendie. Les briques crues de la partie supérieure des murs étant brûlées jusqu'à un rouge profond et les dallages recouverts de bois brûlé. Il est impossible de ne pas faire la connexion entre les témoignages de l'archéologie et les témoignages textuels, et nous sommes forcés de conclure que la phrase « Samsu-Iluna a détruit les murs d'Ur » est quelque chose qui est en dessous de la vérité et que Samsu-Iluna a puni la rébellion par une destruction complète de la ville. Les maisons ont été abattues violemment en un seul moment en 1738. Et depuis,
tout le monde va répétant que c'est Samsu-Iluna qui a détruit Ur. Woolley a donc simplement oublié le fait qu'un nom d'année commémore un événement qui s'est déroulé l'année d'avant, et donc ça ne marche pas. Et en plus, il a oublié de regarder le catalogue des textes. On a dans les bâtiments des textes qui sont datés de l'année 11. C'est donc bien la preuve que malgré la destruction de la muraille qui a eu lieu l'année 10, la vie a repris. Et de fait, donc, je vous ai cité de nombreux documents qui montrent qu'il n'y a rien d'anormal, la vie reprend en l'année 11 de Samsu-Iluna. Il y a juste ce texte qui parle de la corvée de maçons à Karchamash, qui est intéressant, mais qui montre la nécessité de reconstruire. Alors, que dit le nom de l'année suivante, cette fois? Eh bien, il est question d'une révolte, donc un événement qui s'est passé en l'an 11. Mais le nom d'année dit ceci: année où le roi Samsu-Iluna, contre qui tous les pays ennemis s'étaient rebellés, vainquit l'armée de Sumer et d'Akkad grâce à la force superbe que Marduk lui a donnée. Ur, là-dedans, on ne nous en dit rien. Et je rappellerai qu'à Ur, l'année 11 de Samsu-Iluna est attestée jusqu'au dernier jour, le 30-12. Donc il n'est pas possible que Samsu-Iluna ait détruit Ur pendant cette année-là. C'est totalement exclu. Alors, il faut faire une nouvelle proposition. Eh bien, je repartirai du cas où les tablettes ont été trouvées dans des tombes, où elles ont dû tomber lors de l'ouverture du caveau. Qu'est-ce qui s'est passé par conséquent? Très clairement, les maisons ont été abandonnées, les gens ont laissé leurs archives, les pillards sont arrivés, ils ont fait des trous dans les caveaux funéraires, ils se sont emparés des trésors qui pouvaient s'y trouver encore, et ensuite ils ont mis le feu, et c'est pour ça que Woolley a retrouvé des traces d'incendie partout. Mais c'est après que les habitants d'Ur aient fui. Et donc ça veut dire que Samsu-Iluna s'est retiré, ses troupes en tout cas, se sont retirées de la ville d'Ur avec une bonne partie de la population, et que des pillards à ce moment-là sont arrivés et ont détruit la ville. Ce n'est pas Samsu-Iluna qui a détruit la ville. Et la fouille des archives d'Abyssum, donc général babylonien, confirme tout à fait ce qu'on peut le dire. Et c'est là qu'il faut revenir sur un texte publié dans UET 5 qui est extrêmement intéressant et que je n'avais pas bien compris lorsque je l'ai édité en 1986. Alors, je vous dis tout de suite, le texte il est daté du 3 du mois 8 de l'année 12 de Samsu-Iluna. C'est le seul que nous ayons pour l'année 12 de Samsu-Iluna, mais il est daté du mois 8. Donc ça veut dire qu'il y a 8 mois pour lesquels nous ne savons rien, et ensuite nous avons ce texte. Qu'est-ce qu'il dit? Durant un mois, les 10 jours du début du mois, Munawirum se tiendra. Les 10 jours du milieu du mois, Apililishu, fils de Kuningal. Les 10 jours de la fin du mois, Dakiya, fils de Ilshugamil. Depuis le mois 8 de l'année 12 de Samsu-Iluna, date de rédaction du texte, jusqu'au mois 1 de l'année suivante, ils seront responsables envers le palais pour tout remplacement illicite ou manque concernant les prébendes de balayeurs et de portiers qui se produiraient dans le temple de Ningal. Donc on voit 3 personnages, dont Apililishu, fils de Kuningal, donc membre de notre famille bien-aimée du numéro 7, Quiet Street. Ces 3 personnages qui sont chargés de veiller au bon accomplissement des tâches de portier et de balayeur dans le temple de Ningal pour les donc 8, 9, 10, 11, 12, 1, pour les 6 prochains mois. Ça veut dire qu'on avait encore un certain horizon. Et à ce document, il faut ajouter 2 autres tablettes qui ont perdu leur numéro d'inventaire et dans lesquelles on voit de la même manière des personnes se répartir un travail sur 3 décades, sur les 6 premiers mois de l'année, et l'un d'entre eux est connu comme prébendier de Ningal. Alors, j'avais
eu deux explications entre lesquelles je n'avais pas tranché. J'avais pensé d'abord que ce texte était lié à un problème de calendrier, à cause du problème de l'intercalation de mois supplémentaires, mais j'avais dit aussi que cette réorganisation a été rendue nécessaire par un contexte politique très troublé, usurpation de Rimsin II, reprise de la ville par Samsu-Iluna dans la seconde moitié de sa 10e année de règne, mais il faut aller plus loin. Il faut prendre en compte la nature des prébendes ici évoquées, charge de balayeurs et surtout de portiers. Ce texte me semble montrer comment la garde du temple de la déesse Ningal fut alors réorganisée, et il s'agissait manifestement d'éviter que les pillards qui avaient déjà pillé la ville et qui rôdaient ne s'emparent des trésors qui s'y trouvaient encore. Et c'est finalement ce qui s'est produit. Je vous ai lu tout à l'heure le passage de Woolley à propos de la destruction du temple de Ningal. Simplement, ce n'est pas Samsu-Iluna et ses armées qui ont détruit le temple de Ningal, ce sont des rôdeurs. Et les traces de destruction repérées par Woolley sont particulièrement importantes dans le secteur des tombes. Si vous vous rappelez ce plan que je vous ai montré, je vous avais dit... tous les murs ont disparu quasiment à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où les pillards se sont acharnés. Il y avait les tombes de toutes les prêtresses Entoum, qui étaient certainement très, très richement dotées. Et donc, au moment où les gardes ont été obligés de céder, sans doute devant le nombre, il ne restait plus grand monde à ce moment-là à Our, à ce moment-là, tous les pillards sont arrivés et ils ont essayé de s'emparer de tout ce qui pouvait être récupéré avant de mettre le feu et de quitter le bâtiment. Alors, si on fait un parallèle avec Uruk, c'est très intéressant parce que la situation est différente. À Uruk, une fois que le roi rebelle Rimanoum a été vaincu, il n'y a pas de réoccupation babylonienne. Les habitants d'Uruk sont tout de suite partis en exil en Babylonie du Nord. À Our, la situation est différente. Les habitants se sont ralliés à Rimsin II, le roi rebelle, reprise de la ville par Samsu-Iluna au début du mois 8 de l'année 10. L'année 11 semble avoir été à peu près normale, avec rétablissement de la domination babylonienne. Et puis, il y a eu dans la région une nouvelle révolte au début de l'an 12. Une partie des habitants a choisi de l'exil, comme l'avaient fait auparavant les habitants d'Uruk. Et puis d'autres ont choisi de résister. On les voit encore au mois 8 de Samsu-Iluna, essayant de garder le temple de Ningal, et puis sans doute quelques autres bâtiments. Là, on n'a pas de documentation. Mais finalement, ils ont été balayés et la ville a été complètement pillée et détruite. Pour finir, donc, je ne partage absolument pas la conclusion de Marc Vandemirop, qui a écrit quoique ce survol de l'histoire politique d'Our soit basé sur une documentation qui est extrêmement limitée en ce qui concerne les zones d'activité décrites, eh bien, cela montre bien que la ville d'Our a été considérée comme étant importante par tous les rois des dynasties d'Issine et de Larsa. Chaque roi a prêté de l'attention à l'embellissement de la ville et s'est référé à elle dans sa titulature. Et c'est seulement avec la conquête de Hammurabi du Sud que ce schéma a été abandonné. Et à mon avis, la raison de l'attention primitive et du changement postérieur tient à l'économie. Originellement, la ville était d'une importance vitale pour l'administration de la partie la plus septentrionale, la plus méridionale, de la Babylonie, et probablement déjà dans la deuxième moitié du long règne de Rimsin, mais certainement avec Hammurabi, ceci a changé. Our a perdu son rôle de leader des villes au profit de villes plus au nord comme Larsa et Babylone. Eh bien, vous voyez que ce schéma ne tient absolument pas. En réalité, Our a continué à être une ville importante à l'époque d'Hammurabi et de Samsu-Iluna. Alors, l'argument a silencio est toujours très dangereux. Effectivement, on n'a pas de briques dans les bâtiments, dans le temple de Nana ou dans le temple de Ningal, au nom d'Hammurabi ou Samsu-Iluna. Mais pourquoi ça? C'est très simple, parce que Waratsin et Rimsin se sont livrés à des travaux de rénovation très importants, certainement de bonne qualité, et donc il n'y avait tout simplement pas besoin de réintervenir à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de réparation urgente.
Ainsi s'achève le cours de cette année. Nul doute que des progrès continueront à être faits dans notre connaissance de la ville d'Our, aussi bien dans le cadre du projet ANR Écritour que sur le terrain. Et je vous remercie de votre attention.